Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. GRDF est fier de soutenir On réinvente l'eau chaude. Choisir le gaz, c'est aussi choisir l'avenir. Pour cela, GRDF accompagne la filière dans tout projet de conversion du fioul vers le gaz naturel aujourd'hui et le biométhane demain. Enfin, l'heure du déconfinement a sonné et nous pouvons reprendre les chantiers laissés en suspens depuis mi-mars. Il y en a un, d'ailleurs, ambitieux, et qui pourrait participer à cette fameuse relance de l'économie post-Covid à travers la rénovation énergétique et qui, depuis déjà presque 2 ans, alimente beaucoup de débats. Alors si je vous dis vieille chaudière, fioul, voilà, vous voyez clairement où je veux en venir. Eh bien aujourd'hui, On réinvente l'eau chaude s'intéresse au passage du fioul vers le gaz. Et oui, cela a beau ne pas être l'équipement choisi en majorité pour remplacer une chaudière fioul, eh bien la chaudière gaz à très haute performance énergétique a pourtant beaucoup d'atouts. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Pascal Doucet. Bonjour Pascal, vous êtes vice-président de l'UMGCCP et chauffagiste en Île-de-France. Merci d'être là avec nous. Bonjour et ravi d'être avec vous. Il y a aussi Florence Liévin autour de la table. Bonjour Florence, vous êtes déléguée générale de Coenov, association qui regroupe les acteurs de la filière gaz. Bonjour Florence. Oui, filière gaz dans le bâtiment. Bonjour à tous. Et puis Ludovic Guy-Thérèse. Bonjour Ludovic, vous êtes responsable grand compte au sein de GRDF Cegibat, c'est ça, je ne me trompe pas? Tout à fait, bonjour à tous. Parfait. Alors, je le disais en introduction, la chaudière gaz pour remplacer la chaudière fioul, ce n'est donc pas le premier équipement auquel on pense. Rien qu'entre septembre et décembre 2019, il y a eu 38 000 chaudières fioul remplacées par des pompes à chaleur contre seulement 5 500, je crois, par des chaudières gaz. On va en profiter, là, comme nous avons autour de la table un professionnel du terrain avec nous, Pascal. Est-ce que passer du fioul au gaz, c'est si difficile ? Non, alors on sait que, quelques chiffres rapides, on sait qu'il y a 3 millions de chaudières fioul qui sont à remplacer court terme. On a au moins entre 800 000 et 1 million de chaudières fioul qui sont sur des tracés de réseau gaz, donc pour lesquels nos installateurs PG ont possibilité effectivement de créer un branchement gaz et d'y mettre un système performant de chaudière à gaz. Alors parfois il y a des contraintes qui peuvent être effectivement de l'alimentation gaz entre le coffret et la chaudière, mais bien souvent, on y trouve des solutions. Donc après, effectivement, c'est, je dirais, des explications, des conseils à donner au client final. Mais bien souvent, on va dire que dans plus de 50% des cas, c'est possible. Vous avez déjà changé une chaudière fioul vers une chaudière gaz THPE ? Oui, alors c'est des opérations qu'au niveau de mon entreprise, on fait assez régulièrement. Donc, on arrive à le faire, je dirais, de bonne manière. C'est-à-dire qu'en général, on lance le branchement gaz, on fait l'alimentation à l'endroit où va être la nouvelle chaudière, ce qui permet de limiter le temps de raccordement et de permutation de matériel, ce qui ne laisse pas de cette manière l'utilisateur final sans chauffage et sans eau chaude. Mais alors pourquoi la solution est un peu moins retenue que la pompe à chaleur, d'après vous, si on devait analyser le comportement des Français ? Alors c'est pas uniquement d'un point de vue uniquement énergétique, c'est aussi qu'il y a une appétence qui s'est faite par une très forte communication autour de la pompe à chaleur. Et parfois, malheureusement, c'est pas forcément toujours la solution idéale et adaptée en fonction de la configuration de la bâtisse, hein. Pourquoi ? Il y a souvent des problématiques de régime d'eau, de température, parce qu'on sait qu'on travaille avec une chaudière fioul, on est avec des régimes d'eau qui peuvent aller au-delà de 70 degrés. Oui, donc les émetteurs ne Voilà, et conviennent pas. donc la configuration de l'installation technique et les dimensionnements des émetteurs n'est pas forcément en adéquation avec l'installation d'une pompe à chaleur. Alors bien sûr, il existe des pompes à chaleur dites très haute température, mais là on se retrouve avec des écarts de budget quand même très importants. Ludovic Guy-Thérèse, quand on voit cette différence entre la PAC et la chaudière gaz pour remplacer une chaudière fioul, comment vous, au sein de GRDF, vous analysez ces chiffres et comment vous essayez de gagner un peu du terrain dans cette bataille du grand remplacement du fioul ? Déjà, on essaye d'accompagner au maximum la filière pour les outiller et permettre de dispenser les meilleurs conseils par les installateurs à leurs clients.
En complément de la réponse de Pascal, ce que je peux apporter aussi en précision, c'est que c'est vrai qu'à l'échelle d'une maison, une pompe à chaleur n'est pas toujours le produit, l'équipement dédié, mais c'est vrai qu'aussi à l'échelle du territoire, comme du pays, c'est pas forcément aussi une solution adaptée, puisque dès lors qu'on va devoir se chauffer, c'est la température extérieure est basse dehors, et du coup on va avoir un gros appel de puissance sur le système électrique. Et on sait que le système électrique français peut être en tension par rapport à des températures très très basses, et du coup c'est pas forcément la solution idéale, même à l'échelle du pays, si vous voulez. Donc il faut avoir une vision globale, une analyse globale à l'échelle du pays pour préconiser les meilleurs équipements. Mais ça, c'est difficile quand on est sur le terrain, quand on est installateur, d'avoir en tête ce mix global qu'il faut avoir sur la totalité du territoire. Tout à fait, et c'est pour ça qu'au sein de GRDF et des acteurs de la filière gazière, on porte des messages sur justement la pertinence d'avoir un mix énergétique bien équilibré, où toutes les énergies ont leur place, et où le gaz doit défendre son bout de gras, si je peux me permettre cette familiarité. Et c'est pour ça que chez GRDF, on accompagne les installateurs avec des outils à disposition qu'on a compilés dans une application qui s'appelle l'application Les Pros du Gaz, que Pascal connaît bien. Vous l'avez sur votre téléphone, Pascal? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un outil qui est très pratique, parce qu'il permet en premier lieu, sur une carte, de géolocaliser le prospect chez qui nous nous trouvons, afin de s'assurer qu'il y a bien un réseau gaz de proximité. Pour un raccordement. Pour un raccordement. Et par rapport à ce qui a été dit sur les capacités de puissance électrique dans le cas d'une étude d'une installation, bien évidemment, c'est pour ça qu'on préconise toujours un choix d'artisan local, de proximité, parce que l'artisan local, il connaît les réseaux, il sait où, d'abord, en général, même sans l'application, où sont les réseaux gaz. Il sait également la qualité du réseau électrique de sa région. En général, les installateurs savent là où ça fonctionne et où ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours dans le message aussi un encouragement à faire travailler des installateurs locaux de proximité. Il y a des artisans de grande qualité, et c'est plutôt sur ces personnes qui connaissent le terrain, qui seront de bons conseils. Mais alors justement, s'il faut se raccorder, ça rajoute un petit peu de travail quand même, non? Et un petit peu de coût aussi, Alors, quand il faut aller raccorder. du travail, oui. Oui. Mais après, il faut raisonner, je crois, en coût global. Dès lors qu'on parle d'une installation, il y a le coût d'installation d'une part et le coût d'exploitation d'autre part. Sur le coût d'installation, effectivement, il y a un coût de raccordement. Mais aujourd'hui, GRDF, qui s'engage comme un acteur de la transition énergétique majeur sur le territoire français, propose un raccordement gratuit jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, Bonne nouvelle, il faut se dépêcher, il nous reste quelques mois. Oui, écoutez, il faut prendre le problème par le bon bout. Et c'est vrai que ça, c'est un geste fort qu'on a prolongé, puisqu'avec la crise du Covid qu'on a connue, on n'a pas pu mener à bien cette opération. Donc c'est pour ça qu'on l'a prolongé. Et je pense que ça va dans le bon sens. Après, pour rebondir sur l'outil, vous avez aussi un simulateur d'aide financière que vous pouvez renseigner avec votre client en fonction de sa situation personnelle. Et comme ça, vous pouvez faire, grâce à cet outil-là, vous pouvez donner tous les conseils et donner toutes les informations pratiques pour que le client final puisse prendre sa décision. Je pense que c'est important dans le contexte dans lequel on se trouve. Et après, d'un point de vue technique, pour répondre à votre question, sur le dimensionnement de l'installation intérieure de gaz, vous avez un outil aussi d'aide technique qui a été développé justement par CGBAT pour dimensionner la canalisation et faire le devis en conséquence. Donc voilà, l'application finalement, si vous respectez son déroulé, elle a été faite pour avancer étape par étape, donner les informations pour bien les verrouiller, pour que le client puisse se raconter son histoire et prendre la bonne décision au final. D'accord, oui, c'est un vrai accompagnement Tout à fait, au fur et à mesure. Ouais. On le sait, le but d'éradiquer les chaudières fuel, c'est de dire au revoir aux énergies fossiles. Alors, si on passe du fuel au gaz, on est encore un petit peu dans l'énergie fossile. Florence Liévin, comment on fait pour rendre le gaz plus vert, pour le rendre plus dans l'air du temps, hein, disons-le clairement?
Écoutez, la démarche est déjà complètement à l'œuvre, hein. On aime à dire que le gaz a entamé sa troisième révolution, et donc le gaz vert est déjà une réalité dans le territoire. Je pense que par contre, on a encore un certain déficit de communication sur le sujet et c'est ce qui, je pense, peut expliquer aussi, peut-être une moindre appétence des clients, qui ont tendance à se tourner vers la PAC, la pompe à chaleur pour lequel le caractère énergie renouvelable, ENR, est acquis, alors que le gaz, pour l'instant, reste en effet ancré dans la tête d'une majorité des Français comme étant une énergie fossile, et très majoritairement importée. Les choses changent, les choses évoluent, énormément, alors en partie sous l'impulsion, aussi du gouvernement, hein, puisqu'on a des dispositions, légales et réglementaires qui prévoient, l'introduction, de 10 à minima 10 de gaz renouvelable dans les réseaux d'ici 2030. Donc ça nous donne des perspectives et puis surtout, localement, la méthanisation, hein, qui se développe, principalement portée par la profession agricole et puis d'autres technologies qui, elles aussi, sont en pleine émergence. On peut penser à la pyrogazéification, et également au power to gas ainsi qu'à la gazéification hydrothermale. Donc finalement, la production des gaz verts est une vraie réalité, mais qui est encore malheureusement un petit peu méconnue et qui, il est vrai, est partie plus tard que le développement des autres énergies renouvelables, les énergies renouvelables électriques, mais elle est bien à l'œuvre. Et donc, la bonne façon de penser les choses, c'est de se dire que oui, le gaz a eu une histoire fossile, mais qu'il est en train de véritablement faire sa mue pour devenir pleinement renouvelable. Vous êtes satisfaite de la programmation pluriannuelle, la PPE? On peut pas le dire comme tel. Mmh. Non, il y a de la déception. Il y a beaucoup de déception, à la fois parce que les objectifs qui sont, visés sont très en deçà du potentiel qui est présent sur le terrain et qu'en plus la filière a été mise très largement sous contrainte, tant au niveau des volumes que des prix de soutien qui sont annoncés. Et là aussi, on pâtit quelque part, du développement des énergies renouvelables électriques, qui ont été soutenues à des coûts disproportionnés, hein. On a encore des contrats qui courent à 600 € le mégawattheure, quand on nous dit de notre côté qu'on devrait atteindre le 65 € le mégawattheure. Mmh. Donc il y a quelque chose qui est pas normal quelque part. Il faut pas oublier aussi que, le gaz, est et devient un vecteur de chaleur renouvelable et que la chaleur, c'est 50 aussi de l'énergie consommée en France. Donc il y a un vrai problème de traitement quelque part. Donc ce que l'on souhaiterait, c'est que, d'ici 2 ans, finalement, le Parlement va être amené à revoir toute la programmation énergétique, hein, puisque désormais, introduit par la loi énergie-climat de 2019, on aura une loi de programmation, quinquennale visée par le Parlement. Donc c'est au regard de qui est en train de se passer sur le terrain, du développement, de la méthanisation, on puisse avoir un rehaussement, de ces, volumes de gaz renouvelables, de la trajectoire de soutien tarifaire et puis des choses très intéressantes qui sont en train de se passer aussi, qui montrent la volonté de la filière, d'aller vers un soutien qu'on appelle extra-budgétaire. Il faut se dire aussi qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement, Mmh. d'autant plus avec la crise du Covid, hein. On voit qu'il y a des financements extrêmement importants qui ont dû être, dégagés. La filière est ingénieuse, la filière est inventive, elle a pensé, elle est en train de mettre en place des mécanismes extra-budgétaires pour venir soutenir le coût de rachat du gaz renouvelable qui, en effet, est quand même bien supérieur au coût du gaz naturel pour le moment. Et alors quelles sont ces solutions, Il y a 2 mécanismes qui sont pour l'instant envisagés. Il y a un mécanisme dans le neuf, Mmh. qui est appelé Métaneuf, Oui. hein, qui est porté en effet par GRDF et qui prévoit que le promoteur d'un programme immobilier, finalement, achète une capacité de gaz renouvelable pour une durée de 15 ans. 15 ans, globalement, ça nous amène à 2040, au moment où, dans le réseau, on devrait avoir largement plus de 50 de gaz renouvelable. Donc c'est quelque part l'anticipation, de cette arrivée du gaz dans les réseaux et donc financé par, les promoteurs, les acteurs de la construction, ce qui leur permet, finalement de ne pas avoir à mettre en place d'autres dispositifs d'énergie renouvelable qui peuvent parfois être un peu complexes, tant en mise en œuvre qu'en entretien. Et puis sur la partie, existant, il y a aussi des choses qui sont réfléchies au niveau de la filière. Engie notamment en est un promoteur pour voir comment accompagner les plus grands projets. Les petits projets, dans l'idée, restant soutenus par le guichet ouvert proposé par le gouvernement et donc les grands projets, étant eux financés par, un fonds
quelque part, qui n'est pas un fonds de compensation, mais plutôt un fonds de soutien et qui serait abondé par l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Ludovic Guiterrez, j'imagine qu'au sein de GRDF, vous partagez évidemment les propos de Florence et de Cohenov sur cette PPE, non? Oui, tout à fait. On va dans le même sens. Et je trouve, et pour être un petit peu encore rajouter une dose d'enthousiasme supplémentaire, je trouve que le gaz vert, c'est vraiment une belle histoire à raconter, si vous voulez. C'est de l'économie circulaire dans les territoires. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très valorisant. Si on devait comparer le côté électrique, c'est vrai que la centrale nucléaire, c'est vrai que ça n'émet pas de CO2. Mais par contre, il y a une problématique de gestion des déchets nucléaires qui est un problème, alors que la production de gaz vert, c'est tout l'inverse. C'est qu'on se sert des déchets d'une activité qui sert de matière première pour créer ce gaz vert. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très, très valorisant et très intéressant. Surtout qu'à l'après-Covid, Édouard Sauvage, qui est le PDG de GRDF, place le biométhane comme un des axes majeurs de la relance parmi les 10 propositions que GRDF a faites au gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va relocaliser des emplois dans les territoires. Si on veut relocaliser aussi de l'industrie, ça va avoir un impact environnemental. Et si on alimente cette industrie avec du gaz vert, eh bien on va diminuer finalement, enfin on va maîtriser cet impact environnemental. Donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, le gaz vert, c'est quand même, on divise par 10 le contenu CO2 de l'énergie par rapport au gaz naturel comme on le connaît. Et puis, enfin, en dernier point, on travaille notre indépendance énergétique puisque c'est nos déchets biodégradables qu'on produit au quotidien par nos activités ou à titre personnel, qu'on va collecter et puis mettre dans des digesteurs pour produire ce méthane. Dans les autres propositions d'ailleurs qu'Édouard Sauvage a présentées, vous le disiez, Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, il y a cette envie de promouvoir une technologie qui pourrait être la fin des différences de point de vue entre l'électricité et le gaz, c'est la fameuse PAC hybride gaz, la pompe à chaleur hybride gaz. Je crois qu'au sein de GRDF, vous souhaitez mettre en avant cette technologie qui est pour l'instant encore assez méconnue, il faut le dire, sur le terrain. Exactement. Alors c'est vrai que le produit de base quand même reste la chaudière à très haute performance énergétique, mais on prépare l'avenir par anticipation et c'est vrai que la PAC hybride est une solution pertinente. Pourquoi ? Puisqu'on va tirer le meilleur profit de deux équipements dont on connaît les spécificités et les performances, qui sont la chaudière à très haute performance énergétique d'une part, et puis une pompe à chaleur de petite puissance d'autre part. Pourquoi petite puissance ? Puisqu'elle va fonctionner sur des plages de température extérieure qui vont lui permettre d'avoir un bon rendement. Et dès lors que la température extérieure sera trop basse, c'est la chaudière à très haute performance énergétique qui va assurer la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, parce que c'est là où on aura les meilleures performances. Ça, Pascal, en rénovation, c'est idéal, la PAC hybride gaz ? Oui, alors j'aime à dire, on réunit le meilleur des deux mondes. Mhm. Dans le sens où on est sûr, et on n'en parle pas suffisamment, d'assurer donc le confort de l'usager en termes de production de chaleur pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, parce qu'on a cette complémentarité des deux systèmes. D'ailleurs, souvent je compare le système hybride, en fait, l'hybride gaz, à ce qui se passe dans l'automobile. Aujourd'hui, les voitures hybrides, on voit bien, il y a une appétence pour les véhicules hybrides, parce que les gens ont bien compris que pour des petits trajets, ils vont pouvoir utiliser un système très économique, très écologique, et pour un long trajet, ils ne sont pas en panne au bord de la route pour aller chercher une borne de recharge. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand je dis on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va avoir la pompe à chaleur de petite puissance qui va être capable d'assurer les besoins sans difficulté. Et puis, l'hiver, dès qu'il fait plus froid, ou s'il y a des besoins en eau chaude assez importants, on va aller chercher l'énergie gaz qui assure le confort qui est reconnu par tous. Voilà. Il y a aussi les modes d'usage de vie, on en parle peu, mais on voit bien aujourd'hui, on a beaucoup de foyers où c'est des maisons recomposées, que c'est des foyers recomposés. Et donc, il y a des semaines où ils ont 3-4 enfants qui sont là, une semaine où ils sont que 2. Eh bien, les systèmes d'eau chaude aujourd'hui, on les adapte aussi à ces nouveaux usages et à ces nouvelles productions. Donc là, la PAC hybride répond bien également à ces besoins-là. Est-ce qu'il faut quand même pas un certain nombre de compétences, de qualifications pour pouvoir installer une PAC hybride gaz ? Est-ce que c'est plus compliqué qu'une PAC ou qu'une chaudière gaz ? Voilà. Alors, on est davantage sur ce qu'on appelle, nous, de la multicompétence. Mhm.
La polyvalence de Voilà, l'installateur. il faut avoir, avant toute chose, il faut que l'installateur soit un chauffagiste, puisqu'on parle bien de système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Mais il lui faut effectivement une expertise quand même sur la pompe à chaleur. Maintenant, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que sur ces technologies, qui ne sont pas nouvelles, hein, puisque ça fait 10 ans que ça existe. Personnellement, moi, l'entreprise, ça fait 10 ans qu'on pose ces systèmes-là. Donc, on a un vrai retour d'expérience en termes de fiabilité, de fonctionnement, de gain de satisfaction de ces systèmes. Et on n'avait pas, il y a 10 ans, la communication forte que nous avions, comme l'a dit Florence tout à l'heure, sur le verdissement du gaz. Et aujourd'hui, en fait, on apporte deux solutions d'énergie renouvelable. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'histoire et on raconte l'argument aussi par rapport au gaz vert, et de l'autre, on a une pompe à chaleur qui est, je dirais, une connotation énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, les prospects, les clients, les particuliers sont assez sensibles. Alors, effectivement, ça nécessite un peu plus de temps d'explication sur ce type de produit, mais il a un vrai intérêt, il a du sens. Alors, c'est pas la solution à mettre partout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la chaudière à très haute performance énergétique a toujours du sens, notamment aussi dans les logements collectifs où les chaudières sont individuelles, où là, on ne peut pas forcément mettre d'autres systèmes. Mais en milieu pavillonnaire, oui, le système a vraiment du sens. Il y a quand même une certaine différence de coût entre une chaudière gaz et une PAC hybride gaz. Florence Lévin, est-ce qu'il existe des leviers, des dispositifs qui peuvent faire changer d'avis un peu les Français sur l'achat d'une PAC hybride gaz à la place d'une chaudière gaz? Voilà. Il me semble en effet, mais je ne sais pas si la comparaison, en fait, elle est à faire avec la D'accord. chaudière gaz ou plutôt avec la PAC électrique. Moi, je prendrais la question dans l'autre sens, qui est de se dire, finalement, on a un ménage, un particulier qui a cette envie de se tourner véritablement vers ce qu'il considère être du renouvelable et qui est donc dans son imagerie de la pompe à chaleur, qui globalement est aux alentours d'un bonne dizaine de milliers d'euros. Et c'est là la véritable pertinence d'aller lui proposer une pompe à chaleur hybride qui, elle, va se positionner en deçà. On est plutôt aux alentours de 8 000 euros, globalement, avec une PAC électrique de petite puissance, comme le disait Ludovic, hein, puisqu'on sait que le prix de la pompe à chaleur est directement lié à la puissance de la partie électrique. Donc, il est vrai qu'on sera globalement sur le double de ce que pourrait coûter une chaudière gaz, mais on est quand même globalement un tiers de moins que par rapport à une PAC électrique. Et je pense que le segment sur lequel il y a une vraie carte à jouer pour la filière, et là aussi où les installateurs peuvent véritablement être de bons prescripteurs, c'est vers ce public qui se destinait initialement à installer une PAC électrique et qui finalement va se rendre compte que, à la fois d'un point de vue confort, comme le disait Pascal, mais également du point de vue coût, puisque les aides vont être identiques, ils auront beaucoup plus intérêt à se tourner vers un équipement hybride. Oui, et puis ils n'auront pas les émetteurs à changer, j'imagine. Une PAC hybride gaz, c'est ça qui est plus pertinent, non? Tout à fait. Donc, pour abonder ce qu'il vient de dire par Florence, en termes de budget, l'intérêt de la PAC hybride, c'est qu'elle se situe vraiment à mi-chemin entre la chaudière à haute performance énergétique et la pompe, ce que j'appelle le two-pack, hein, pompe à chaleur à point électrique. Donc là, on est à mi-chemin, mais avec un niveau d'aide, effectivement, qui est similaire au two-pack. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la capacité à avoir une pompe à chaleur hybride gaz pour parfois même moins cher qu'une chaudière à haute performance énergétique. Et avec un confort accru et un système qui séduit de plus en plus les particuliers. Revenons à notre chaudière gaz. Oui, Ludovic, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur les propos de Pascal et de Florence. Allez-y. Effectivement, là, on parlait du coût d'installation, mais moi qui aime bien raisonner en coût global, c'est vrai que le prix du kilowattheure gaz reste quand même largement moins élevé que le prix du kilowattheure électrique. Donc, du coup, on est quand même sur une performance aussi en coût d'exploitation. Donc, faut pas le perdre de vue aussi. Ouais. C'est une notion effectivement Et surtout, très importante. Et en plus, certaines chaudières hybrides permettent, de pompes à chaleur hybrides, pardon, permettent une régulation soit par le prix des énergies, soit par le coefficient de performance, soit par le contenu CO2 des énergies. Donc, on a différentes régulations qui permettent d'optimiser en plus en fonction de son appétence, de la performance, de l'environnement ou du prix. La machine fait le job à notre place, qui est assez agréable. Ouais.
Revenons à cette chaudière gaz à très haute performance énergétique, Ludovic. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Combien de chaudières gaz vous voulez voir à la place de chaudières fuel là, dans l'année 2020 ou 2021 au sein de GRDF? Moi, je ne vous donnerai pas de chiffres, je vais faire une réponse de politicien. Allez-y. Mais en tout cas, je suis un ambitieux, donc le plus sera le mieux. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Pour continuer cette exploration du fuel vers le gaz, on aura l'occasion au sein de Génie Climatique Magazine d'organiser un webinaire technique qui vous parlera de la PAC hybride gaz. Si vous vous posez la question en tant qu'installateur, comment ça se passe et comment on peut mettre ça en place. Et puis, on retrouvera également dans le prochain numéro de Génie Climatique Magazine un retour d'expérience d'un chantier réalisé de la chaudière fuel à la pompe à chaleur hybride gaz. Merci beaucoup, à bientôt. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine qui vous a été proposé par GRDF.